Bonjour, je suis Alexis Imeros et vous écoutez Un café au comptoir. Un café au comptoir. Un café au comptoir. Un café au comptoir. Mon invité du jour a tout d'un boulimique de travail. Il écrit, il met en scène, il joue et s'inscrit ainsi dans la lignée des grands noms de cet art séculaire, le théâtre. C'est quand il était très jeune, à la faveur de séjours dans des centres aérés, qu'il se découvre un goût pour le déguisement, le chant et la comédie. Et c'est là qu'il contracte le virus du jeu. Il en éprouvera très vite les premiers effets, le plaisir de faire rire ses camarades, remède idéal quand on n'est pas, semble-t-il, des plus heureux au collège. Formé au célèbre Conservatoire national de Bordeaux, ce dramaturge aux origines basques aurait pourtant pu emprunter une toute autre voie. Par exemple, suivre une carrière de chanteur au sein de son groupe Les Facéties. On peut d'ailleurs retrouver quelques extraits des concerts de cette formation aux instruments disparates sur YouTube. Je ferme la parenthèse, on y entend une poésie scandée sur de la guitare électrique, de l'accordéon, des cuivres et de la batterie. La musique n'a d'ailleurs jamais quitté l'univers de l'homme de théâtre. On s'en rend compte dès qu'on assiste à l'une des pièces sur lesquelles son ombre plane. Qu'il les écrive ou simplement qu'il les mette en scène, par exemple Cyrano de Bergerac, la musique est là, omniprésente, comme une voix complémentaire se joignant à celle des comédiens. Elle a un rôle véritable, bien plus important qu'il n'y paraît. Elle joue, elle aussi. Et puis bien sûr, sur scène, sa troupe est là, plus qu'une simple compagnie, le Grenier de Babouchka, fondé par la comédienne Charlotte Matzneff, Madame Daguerre à la ville, est son véritable bras armé. C'est l'antidote à toute morosité artistique, permettant de varier les plaisirs scéniques. Capable de reprendre le chef-d'œuvre d'Edmond Rostand, puis de célébrer le génie de Molière, ou encore de créer les œuvres originales nées sous la plume de leur chef, à l'instar de Adieu Monsieur Hoffmann, La famille Ortiz ou Le petit coiffeur. Sa pièce, Du charbon dans les veines, est une incursion dans le quotidien d'une famille de mineurs du nord de la France en 1958. Son auteur y exprime avec pudeur et poésie toute la beauté, la force et la violence du sentiment amoureux. Il y fait également subtilement dialoguer les craintes et les méfiances d'hier avec celles de notre époque. Et c'est donc pour en savoir plus sur ce qu'il habite au quotidien, sa soif d'écriture, de mise en scène, de jeu, que je suis aujourd'hui au Grand Café du Central, à la brasserie Grand Central du 104 dans le 19e à Paris, pour prendre avec lui un café presque au comptoir. En l'occurrence, c'est un risotto. Bonjour, Jean-Philippe Daguerre. Bonjour Alexis. Écrire du théâtre en 2025, c'est s'inscrire dans quoi, justement ? C'est vouloir mettre les pas dans l'écriture de beaucoup plus grands que soi ? Est-ce que c'est une responsabilité ? Évidemment, quand on écrit, on se dit qu'on a des choses à dire qui peuvent intéresser les autres. Donc quand on a la prétention d'écrire une pièce, la prétention de la proposer à des producteurs, à des théâtres, à des comédiens, il faut avoir un petit peu de confiance en soi et de se dire surtout que peut-être que les mots que j'ai mis sur certaines émotions, sur certains sentiments, sont peut-être des mots qui peuvent servir aux gens qui les écoutent et peut-être leur donner des idées, des émotions et faire rire aussi. On essaye de servir à quelque chose. De toute façon, on a une petite vie, donc moi j'ai toujours eu conscience que j'avais une vie courte et j'ai essayé de trouver la chose dans laquelle je pourrais être le plus efficace possible vis-à-vis de mes concitoyens, de mes confrères, de mes frères, de mes sœurs, de tout le monde. Dans quoi je pourrais apporter mon tribut à l'humanité. Et je l'ai trouvé dans le théâtre. Donc du coup, j'essaie de me trouver des talents là-dedans. Je pense que j'avais un talent de comédien. J'ai eu envie de faire rire les gens, de les émouvoir en jouant sur scène. Après, j'ai essayé la musique, le chant aussi. J'ai pris beaucoup de plaisir à ça. J'espère en avoir donné. Puis après, la mise en scène, l'écriture. Tout ça, c'est des choses qu'on découvre chez soi au cours de notre vie. Et à partir de là, on prend confiance parce que tout d'un coup, les gens viennent. Les gens ont l'air de venir souvent. Nombreux et du coup on prend confiance, on dit tiens, s'ils viennent, c'est que je peux avoir encore un peu de la prétention d'avoir envie de proposer du théâtre, des histoires à raconter aux gens d'aujourd'hui comme j'ai pu le faire avant. Avoir certaines des pièces que vous mettez en scène et que vous écrivez, j'ai l'impression que au-delà de vouloir donner du plaisir aux gens, il y a l'envie de les faire réfléchir. C'est comme s'il y avait une dimension politique nécessaire dans ce que vous écrivez. Il doit y avoir une dimension à la fois politique et poétique et un peu... je cherche... en fait, je réfléchis pas trop à ce que j'écris et pourquoi je l'écris. J'écris extrêmement vite. J'ai un sujet en tête, j'essaie de maturer avec pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Puis tout d'un coup, je sens que c'est le moment de m'isoler, donc je pars une semaine tout seul, tout le temps. Et pendant une semaine, je ponds toujours ma première version de toutes mes pièces
toutes mes versions 1 de mes pièces, je les écris extrêmement vite. Je les balance sur un ordinateur à une vitesse absolue, nuit et jour. Et quand je m'endors dessus, je me réveille, je mange de temps en temps, je sors aussi, mais je reste connecté 24 heures sur 24 à mon sujet, à mes personnages. Et c'est vrai que c'est eux d'ailleurs, mes personnages, qui guident mes histoires, parce qu'une fois que j'ai créé ces personnages-là dans une histoire, l'histoire elle se déroule toute seule. Je n'ai pas de plan de travail, donc elle se déroule. Et puis je vois ce qui arrive. C'est les personnages qui écrivent l'histoire, parce que je me mets à l'intérieur d'eux. Donc voilà, j'ai ce processus de travail. Et je me dis à chaque fois, quel sujet pourrait toucher les gens. Mais c'est vrai que je ne réfléchis pas pour changer le monde ou quoi que ce soit. Je me dis, je considère toujours le moment de la représentation comme un moment un peu unique. Et j'aimerais penser que les artistes changent le monde. Et c'est vrai que si je me penche sur les grands artistes qui ont traversé l'histoire, comme Molière, Victor Hugo et consorts, il y en a un paquet, ils ont quand même influencé la pensée. Et c'est vrai que moi, je ne me prends pas pour eux, mais je me dis que c'est quand même une valeur importante de défendre l'idée que nous sommes des êtres essentiels. En tout cas, ceux qui proposent des spectacles, de la danse, de la musique, de la peinture, de l'art, je pense que c'est tout ce qui nous permet quand même dans une société d'aller chercher autre chose que le fait de manger, gagner de l'argent, avoir une belle maison, une belle voiture et partir en vacances. On sait déjà toute la difficulté que c'est de simplement faire vivre une pièce, réussir à monter le spectacle, réussir à trouver des salles pour le faire jouer et faire venir le public. Mais est-ce qu'à un moment, on ne rêve pas, surtout quand on met en scène des classiques du théâtre, comme vous le faites, de se dire ce serait pas mal d'écrire soi-même un classique, que dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, ça ne se maîtrise pas, bien sûr, ça ne se réfléchit pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose au fond qui vous anime également de ce côté-là ? Je pense que quand on écrit des pièces au départ, surtout les premières, jamais on imagine ça. Déjà, on se demande si ça va être joué, déjà, donc c'est un petit miracle. Alors c'est vrai que moi, j'ai eu la chance avec Adieu Monsieur Hoffmann, qui est un peu, au fond, ma première pièce, tout seul sur un sujet que j'ai inventé, original, que j'ai écrite. J'ai eu un succès direct, puisque j'ai eu le Molière, on a joué plus de 1100 représentations. Voilà, il a été tourné au cinéma, il y a eu plein de... C'est vrai que j'ai un peu la chance du débutant. Et il fallait que je me prouve à moi-même aussi que je sois capable d'en écrire une autre. Alors après, avoir autant de succès sur les autres pièces, j'ai compris très vite que je pense que ce serait impossible de toute façon. Donc je ne me suis jamais frustré avec ça. Je me suis dit là, c'est passé un miracle. Mais c'est ce miracle qui t'ouvre une voie que je ne connaissais pas chez moi. C'est-à-dire la possibilité d'écrire une pièce qui peut toucher tout le monde. En tout cas, beaucoup de monde. Et du coup, ça m'a donné confiance. Donc comme ça m'a donné confiance, j'en ai écrit d'autres. Mais sans me dire, il faut que je fasse comme Hoffmann. Je dis à chaque fois de trouver un sujet. Et à chaque fois, je me dis, au moins, si je trouve des gens qui sont heureux de le jouer, des gens heureux de venir le voir, qu'ils soient de 5000, 10 000, qu'on joue 300 fois, 1000 fois, 2000 fois, il y aura eu quand même des belles journées de répétition entre amis, parce que je considère toujours que les comédiens qui jouent tes pièces, quand tu les mets en scène, il faut avoir cette relation amicale et fraternelle, je dirais. C'est vrai que je fais extrêmement attention à ça. Donc à partir de là, tu ne te dis pas, je vais écrire un classique, est-ce que Hoffmann sera un classique ? Est-ce que Hoffmann va être dans 50 ans encore édité ou pas ? Ou dans 100 ans ? Mais il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas faux. Une fois qu'il a été édité, qu'il a été réédité pour les scolaires, puisqu'il étudiait aussi à l'école, que tu as ce petit truc, et je serais un menteur si je ne le disais pas, de te dire, putain, moi qui enfant a découvert Molière à travers les livres d'école, d'avoir déjà, d'ailleurs, beaucoup de livres scolaires actuellement, ils ont des photos de spectacles que j'ai mis en scène de Molière, de Cyrano, du Cid, il y a énormément d'éditions qui sont dans les collèges, où on voit les photos de mes spectacles que j'ai mis en scène. Donc ça, c'est une forme de fierté incroyable déjà, parce que tout d'un coup, les gamins, je me dis que c'est mes propres gamins, moi j'étais à leur place, et c'est comme ça que j'ai aimé le théâtre aussi. Et c'est vrai que quand je vois qu'Hoffmann était édité avec des profs qui l'étudient, qui viennent le voir, on fait des débats, des rencontres, etc., évidemment qu'il y a ce petit truc d'éternité auquel tu peux toujours rêver, et ça serait menteur de le penser, de se dire peut-être ça se trouve dans 100 ans, il y aura encore des gens qui peut-être monteront cette pièce. Je n'en suis pas du tout certain.
Mais ce serait mentir que de se dire qu'on n'y a pas pensé à un moment ou à un autre. À partir du moment où je l'ai vu étudié par les enfants, je dis c'est comme ça. De toute façon, Molière a été sauvé grâce à ça, parce qu'il étudie à l'école. Je pense que Molière n'aurait pas été aussi monté, parce que même la Comédie Française à une époque, il ne montait quasiment pas. Il y a vraiment eu un retour à Molière aussi grâce à l'éducation nationale. Il y avait obligation, pièce en 3 actes en 6e, 5e de Molière, Scapin, Maladie imaginaire, Médecin malgré lui. Après, il y avait la pièce en 5 actes, il y avait l'Avare, la truc avec les Alexandrins. Il y avait une forme on était imposé, donc l'enfant, il étudie Molière. Donc ses parents l'emmènent au théâtre pour aller voir du Molière. Donc du coup, ça ressuscite Molière. Et je suis bien placé pour le savoir. J'ai monté 9 pièces de Molière. Et le Grenier Babouchka a commencé à exister professionnellement grâce à Molière, puisque tout d'un coup, on a monté les pièces qui étaient étudiées à l'école de Molière. Et on s'est régalé à le faire, mais c'est ce qui nous a permis d'avoir confiance que c'est aussi grâce à l'éducation et aux professeurs et aux pièces. C'est eux qui donnent une vie aussi aux auteurs. Donc je me dis, tant qu'Hoffmann sera étudié à l'école, peut-être qu'il va jouer, il va exister après ma mort, peut-être, ou peut-être pas. Après voilà, mais en tout cas, c'est un petit truc auquel on réfléchit, bien sûr. Je mentirais si j'ai pas pensé. À votre avis, qu'est-ce qui fait qu'une pièce, qu'une histoire, parce que c'est aussi bon pour la littérature, de toute façon le théâtre c'est de la littérature, puisse traverser le temps? Est-ce que c'est l'universalité des sentiments, ou est-ce que c'est autre chose? Je pense qu'il y a 2 choses dans une pièce qui permet de traverser le temps, c'est le sens, l'universalité des sentiments, évidemment qu'on peut en retrouver, notamment chez les personnages de Molière, on trouve des types de personnages qui ressemblent à ceux d'aujourd'hui encore, donc c'est pas qu'on s'y intéresse, mais avant tout je pense que c'est le style, parce que les sujets on les a tous un peu abordés, mais je pense qu'il y a le son, la musique, la structure des mots, des répliques, la façon dont elles sont déposées, donc je pense qu'il y a le sens et le son au théâtre. Et je pense que ceux qui traversent le temps, ce sont ceux qui ont trouvé le son. Victor Hugo, c'est les poètes en fait. Tu vois que Molière est un poète, Victor Hugo est un poète. Ces grands auteurs, ça resterait quand même des poètes parce qu'on se dit, ouais, c'est beau. Avant même de comprendre ce que ça raconte, la façon dont la matière des mots existe, les syllabes, le son de la phrase, au-delà du sens, il est déjà beau. Et si tu dis derrière, il y a le sens. Un sens en plus qui fait que ça traverse le temps parce qu'il y a des sujets qui continuent à toucher les gens par rapport aux personnes qui sont inscrites dans la pièce et que tout d'un coup ça touche encore les gens d'aujourd'hui. Il y a quand même le style, comme dans la musique. Il y a des musiques, il y a plein de chansons que je n'ai jamais... Moi je suis nul en anglais par exemple, je suis nul en langue. Même en français je suis nul, mais bon, je fais des efforts. Mais je suis pas bon, il y a plein de chansons des Beatles que je trouve magnifiques, je comprends même pas de quoi ils parlent, quoi. Et pourtant, ça se démode pas, il y a quelque chose qui est dans le son, donc c'est même pas le sens de ce qu'ils ont écrit dans la chanson. C'est que moi, on est plein à rien comprendre aux chansons qui sont, même des chants africains que j'adore, je comprends rien à ce que ça raconte. Il y a quelque chose qui va dans le son, dans la matière, dans la note. L'émotion. L'émotion, ouais. Donc c'est avant tout ça, je pense. Donc moi, quand j'écris, je réfléchis pas forcément. J'ai un sujet qui me parle, je sais pas pourquoi, j'ai choisi un truc, je me dis tiens, j'ai des évocations, j'ai envie d'en parler. Et ça, je le fais comme je peux, en tout cas. Mais c'est vrai, la chose dans laquelle je me laisse porter, c'est sur la matière de mes phrases, sur la façon dont elles sont écrites, sur les mots. Il y a un mot et pas un autre. C'est pour ça que quand j'écris mes comédiens, je leur dis, faut pas... si j'écris ça, alors, s'ils trouvent un mot plus beau que celui que j'ai mis, parfois ça arrive. Hein. Les répétitions servent à ça aussi. D'un coup, il y a une phrase qui est un peu lourde. On sent qu'elle n'est pas nécessaire. On enlève des notes à la partition. Mais c'est vrai que j'ai pas écrit la phrase. Si elle est à 8 pieds, elle a 8 pieds. Si elle a 10 pieds ou 11 ou 12, c'est pas un hasard. C'est une façon de la faire sonner. Donc j'écris à voix haute. Je fais toutes les répliques de mes personnages à voix haute pour voir si ça sonne bien. J'essaye de comprendre quel mot mettre plutôt un autre. Pourquoi celui-ci doit être un peu plus lisse. Donc je pense qu'il y a aussi ce truc à l'oreille inconscient. Et il me semble que c'est important. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me plaît. C'est également la rythmique, l'émotion, le sens des mots qui vous a touché dans Cyrano de Bergerac, par exemple. Je parle de ce spectacle parce qu'il est en ce moment en représentation au Renlag sous votre direction, votre mise en scène. Est-ce qu'il y a ça? Est-ce que c'est également l'importance de la musique en fait qui vous touche là-dedans? Mais c'est vrai que moi j'adore les Alexandrins. Je trouve ça très beau. Et en même temps ceux de Molière, ceux de Rostand, ne sont pas les plus réputés en soi. Les grands puristes des Alexandrins vous diront que c'est un rimeur. Voilà, c'est pas forcément la force de la pièce de Cyrano. Et je pense qu'ils ont un peu raison, même s'il y a des phrases extraordinaires, la force de la descendance, des phrases qui d'un coup traversent le temps. À des endroits, il arrive à me faire des phrases qui sont extraordinaires. Et elles sont les plus belles de l'histoire du théâtre français, c'est lui qui les a écrites. Sauf qu'il y a plein de trucs autour de ces magnifiques phrases qui n'ont pas la même qualité que d'autres auteurs, comme Corneille, voire Molière aussi, ou Racine évidemment. Mais ces gens-là, chaque Alexandrin est d'une beauté, un travail de puriste.
chez Rostand, la force de Cyrano notamment, elle est déjà à cette qualité de certaines répliques extraordinaires, mais il y a quand même l'histoire. Et l'histoire est extraordinaire. C'est la plus belle histoire romantique d'amitié, de loyauté, d'amour, de trahison. Même pas. Quand je dis trahison, parce que je pense qu'il trahit un peu. Il vole quand même la vie de Christian. Ça, personne n'en parle, mais moi j'essaie de le traiter comme ça. C'est quand même Christian, c'est quelqu'un qui prend le corps pour pouvoir dire je t'aime à une femme, quoi. Il le sacrifie. Il y a un rapport à ça. Donc il y a quelque chose derrière qui est très fort. Et dans tout, dans la loyauté, l'amitié, il y a tout ça, ça traverse tout. C'est la plus grande œuvre de théâtre pour moi de l'histoire, c'est Cyrano de Bergerac. Mais je ne mentirais si je pensais que c'est la meilleure au niveau de la qualité de la prose, de l'écriture. Enfin, ce sont des vers, mais quand je dis la prose dans la matière des mots, il y a certains endroits où il ne s'est pas embêté, quoi. Il fait des moitiés de phrases qu'il rime avec un tel. On sent qu'il a... Il a magouillé, quoi. Ouais, mais il est tellement habile. Et je pense qu'il a été traversé par son sujet, tellement habile, il fait que tout d'un coup, moi perso, je ne fais pas la fine bouche parce que c'est quand même un énorme chef-d'œuvre. Est-ce que parfois être escroc c'est pas nécessaire quand on veut faire du grand spectacle? Je me dirais peut-être que Cyrano c'est une sorte de blockbusters de l'époque. Sans doute. Je dis souvent c'est de l'escroquerie le théâtre, mais c'est escroquer avec générosité. C'est de la magie. On mange. Il y a des endroits qu'on pense que les gens. Il y a plein de pièces, si on les regarde bien, il y a des petites erreurs par-ci par-là, mais on les voit pas quand on les joue. Même aujourd'hui, j'ai des pièces qui sont des tabacs chez d'autres confrères. J'ai vu 3 fois, j'ai dit putain, mais je ne citerai pas une pièce, j'ai dit mais là il y a un truc qui est pas normal. Et en parlant avec un comédien qui la joue, il m'a dit mais il le sait très bien l'auteur, hein. Je ne dirai pas qui c'est. Mais c'était à chaque fois un coup de magie. C'est un truc donc au moment où tu le regardes, tu t'en rends pas compte. Il faut que tu la vois 3 fois pour te dire mais il y a un truc donc tu passes ton temps à truquer. Ce ne sont pas les temps de la vie le théâtre. C'est pas parce qu'un acteur n'a pas entendu la phrase qu'il n'a pas le droit de le dire la phrase avant. On n'est pas dans la vie, on n'a pas le temps qui vient au cerveau. Ce ne sont pas les temps de la vie, les temps du théâtre. Donc on s'amuse avec de faire croire aux gens qui sont en train de voir quelque chose un peu d'ordinaire alors que c'est extraordinaire le théâtre. On ne parle pas au théâtre quand on parle dans la vie, on doit parler plus fort. Quand tu es dans un théâtre de 1000 places, tu ne parles pas comme dans la vie déjà. Donc il y a plein de... Tu passes ton temps à tricher. Mais il faut tricher avec générosité, avec ludicité, je ne sais pas si le mot existe, mais bon. Et donc évidemment que c'est une belle arnaque, une arnaque parce que ça ne devrait pas exister en soi. Une arnaque délicate quoi. Mais oui, c'est délicat, c'est comme ça. C'est vrai que c'est du truchement, on se déguise, on truc, on fait des tours de magie. Alors voilà, donc évidemment qu'il y a plein de petits endroits, c'est des subterfuges quoi. Jean-Philippe Daguerre, on va faire un vrai ou faux et je lance le jingle. Un café au comptoir. Vrai ou faux Jean-Philippe Daguerre? Vous avez suivi un stage nommé tauromachie et travestissement. Vrai. faut dire ce que c'est. Ça paraît tellement improbable. Ben oui, c'est vrai, mais c'est vrai qu'il y avait 2 metteurs en scène, Jean-Luc Terrade, qui nous travaillait sur le travestissement et sur l'œuvre de copie, et Jean-Marie Beaucarré sur la tauromachie. Et ça a mené à un spectacle sur cette collaboration qui a terminé dans les arènes de Bayonne, où elle a monté un Shakespeare, Othello. Et du coup, qui travaillait un peu où tous les hommes travaillaient sur le féminin et les hommes sur le masculin, et les femmes sur le masculin. Et ça se mélangeait à travers des œuvres de copie qui permet vraiment ça. Et c'était une façon aussi d'ouvrir un petit peu. Et puis le torero a quelque chose, la tauromachie, le torero a quelque chose de très féminin dans ses attitudes, avec ses dans ses vêtements, dans ses collants, etc. Donc, il y avait un rapport aussi à quelque chose d'un peu... trouver une forme de corps différent de celui qu'on a l'habitude d'avoir, dans lequel on a l'habitude d'être distribué, que nous mettre dans une forme de danger qui est représenté par la tauromachie, le taureau, qui est l'affrontement face au torero. Donc il y avait une espèce de culture à travers la tauromachie, du travestissement, du féminin et du masculin, extrêmement intéressant, un des stages les plus passionnants que j'ai fait dans ma vie, qui a amené en plus à un spectacle, à une représentation un peu assez extraordinaire dans les arènes de Bayonne. Eros et Thanatos, ça vous inspire ? Oui, bah ça peut m'inspirer, oui, bien sûr. On revient. Mais non, mais bien sûr, tout peut m'inspirer. Mais moi, je trouve tout important, les expériences, de nous sortir un peu de notre confort. Et j'étais jeune dans ce stage, j'avais même pas 30 ans. Je pense que j'avais pas encore 30 ans. Donc voilà. Donc ça avait été vraiment une super expérience de travail. C'est juste, ça m'avait un peu alerté, ça m'avait étonné l'intitulé du stage. Je me suis dit, mais sérieusement, mais très bien. Vrai ou faux, le chanteur Benabar faisait de la trompette dans votre groupe de rock ? Vrai. J'ai découvert Bruno Nicolini, alias Benabar, en duo on avait fait une fête de la musique avec mon groupe qui s'appelait FACC, Place des Panoyaux. On était un peu le groupe entre guillemets vedette du quartier qui terminait la soirée. Et entre-temps, le bar avait récupéré 2-3 groupes qui démarraient ou chanteurs pour nous faire nos premières parties un petit peu avant que ça démarre. Et il y a Patchol et Benabar, 2 gars qui montent sur scène et qui jouent 3 morceaux.
Et tout d'un coup, j'étais avec mes copains, j'ai fait putain, mais ils sont super, ils sont très drôles, c'est vachement bien. Et je leur ai dit, j'organisais à l'époque une grande soirée 3 mois après au Sentier des Halles qui a duré 3 semaines, qui s'appelait Histoire 2. Et avec mon groupe, je faisais beaucoup d'auberges espagnoles en invitant plein de coups de cœur comme ça. Comme je sortais énormément, je voyais plein de choses différentes de la danse contemporaine, même des premiers débuts du hip-hop, des chanteurs lyriques. Je faisais venir des gens complètement différents. C'est la fin des années 90 ? Ouais, j'étais début des années 90. Là, alors ça c'est en 94, ça se D'accord. passe, pour être très précis. Et vraiment, il y a une époque comme ça où on rencontre des artistes très différents et du coup, ça permet de multiplier, de mettre sur scène des artistes qui ne se sont jamais rencontrés, pas du tout issus du même milieu, et des spectateurs qui viennent les voir, qui voient des trucs différents de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Quand un chanteur d'opéra qui vient faire un chant lyrique en plein devant des gens qui vont voir du rock'n'roll, le public du chanteur lyrique, il se met à dire mais le rock'n'roll c'est bien. Et vice-versa, ceux du rock'n'roll disent c'est beau le chant lyrique. Donc moi je faisais un peu ce pari d'auberge espagnole que j'ai développé pendant quelques années et qui m'a amené naturellement à la mise en scène, parce qu'à l'époque j'en faisais pas. C'est en organisant ces soirées que j'ai eu le goût de la mise en scène. Et en effet, Benabar, Patchol et Benabar, ils ont commencé, ils jouaient 3 chansons en début de soirée, je faisais venir plus d'invités. Et à partir de là, on a vraiment sympathisé, et plus que ça, parce qu'on est venus très amis. Bruno, qui avait fait de la trompette, il avait envie aussi d'être dans un groupe, donc il a joué de la trompette avec nous. Dans son premier album, après avec Patchol, il y a eu une petite scission. Patchol est parti vivre dans le sud, bon, ça c'est leur histoire. Et le premier album qu'a fait Benabar solo, c'était avec tous les musiciens de mon groupe qu'il avait embauché. Et après, il y a eu le succès. Il a joué dans ma première mise en scène, ça s'appelait Paroles de Prévert. Première mise en scène que j'avais faite, il était dedans. Puis après, le succès a été tellement immense, il y a des disques de platine, tout ça. Il a volé de ses propres ailes. Et nous, moi, le groupe, je l'ai fait après tranquillou dans les bars, parce que c'est pas un groupe qui a percé. Mais on aura eu il y a quelques images d'archives. Il y a un gars de la Divette de Montmartre, à la Divette, on avait fait un concert, il y a Serge qui a publié sur Facebook, sur YouTube. Sur la tube, un extrait dans un bar, dans son bar, avec un son d'une caméscope, où on m'aperçoit avec Benabar qui joue la trompette dans le dos, donc certains l'ont repéré. Mais bon, c'est quelque chose dont je n'ai jamais fait. C'est surtout Serge. Vous ne faites pas la réclame ? Non, on ne fait pas. Néanmoins, parce que la musique est toujours très importante parce que dans j'adore tout la ce que musique. vous faites, Bien sûr, dans bien sûr. toute pièce de théâtre que vous montez. Bien sûr, bien sûr. Il y a de la musique. Pas dans toutes, mais elle est très 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 importante. On met aussi des danses, des combats. Alors, il y a plein de spectacles que j'adore, l'escrime. On a plein de spectacles avec ma femme Charlotte Matzneff qui adore aussi utiliser les combats d'armes, d'épées. Je pense qu'il y a plein d'arts. À une époque, je faisais enflammer des micros. J'aimais bien les artifices quand on pouvait les faire. Moi, je trouve que tout participe au spectaculaire ou parfois à la simplicité, mais parfois rien. Je fais des choses complètement épurées, ça arrive aussi. Mais quand tu sens que tu as besoin d'un instrument qui peut amener un truc de plus et que c'est beau, je me dis autant en mettre. Je trouve ça toujours beau de rassembler les arts sur scène. Tout est une question de tempo. Vrai ou faux, Avignon, c'est plus ce que c'était. C'est compliqué de parler d'Avignon. On change de sujet là. Non, c'est pas compliqué, mais c'est comme comme quelqu'un, on serait amoureux, une femme amoureuse, et puis tout d'un coup, elle prend un peu de notoriété, elle change. On l'aime encore parce qu'on sait pourquoi on l'a aimé, et qu'il y a encore quelque chose d'elle qu'on aime encore, et puis il y a quelque chose qui fait qu'elle va vers la prostitution. D'accord. Tout d'un coup, non, mais c'est vrai qu'il y a c'est l'effet Airbnb. C'est comme ça, c'est un effet global de tout, mais voilà, je ne vais pas cracher dans la soupe que Avignon a fait de moi le succès, est venu à Avignon grâce à Avignon, surtout sur Adieu Monsieur Hoffman, puisqu'on a démarré avec 18 spectateurs et qu'il a eu un succès, il est né là-bas. Donc moi, autant j'avais fait un gros succès avec Cyrano avant, à Avignon, mais quand même, c'était ma première pièce, c'est vrai que l'histoire, elle est née là-bas et j'ai une reconnaissance absolue pour cette ville, que j'aime profondément, puisque moi je vais souvent à Avignon, hors saison, j'y vais d'ailleurs un petit peu en mai. La seule semaine de vacances que j'ai dans l'année, je vais aller à Villeneuve-les-Avignon parce que il y a des gens que j'aime bien là-bas, donc c'est mes repères, mais je vais sur Avignon même très souvent, parfois je vais à Avignon même, ça dépend. Mais c'est vrai que c'est une ville que j'adore, aussi parce que j'ai une histoire avec elle, et qu'à chaque fois que j'y vais, mes spectacles sont pleins, notamment mes créations que j'écris, et que j'ai un rendez-vous avec le spectateur très fort, parce que comme il sent, je pense, le spectateur que j'aime cette ville, j'essaie de lui donner pour son argent quand il vient voir mes spectacles. Donc j'adore la ville, mais c'est vrai que là, on est parti dans quelque chose qui peut aller vite vers un truc un peu chaotique parce que les compagnies maintenant, elles ont 19 recettes. Alors moi, il y avait 24 représentations. Les locations sont plus chères dans les théâtres, plus chères dans les maisons. Et les recettes, on est obligé de payer les comédiens autant quand on respecte les règles, ce qui est notre cas.
Du coup, en tant que production, il faut vendre 25, 30 dates, sinon tu es endetté. Donc plus ça va être dur. Et tu as l'impression d'être un peu un peu le pigeon. Et le problème, c'est que tout le monde dit, ah ouais, mais bon, c'est comme ça. C'est une forme de libéralisme absolu, un grand magasin. Tout le monde se sert. Comme on ne peut pas réglementer, c'est illégal de réglementer les loyers. Donc tout le monde fait ce qu'il veut. Donc qu'est-ce que tu fais? Comme tous, à part quelques-uns, et notamment le chien qui fume, Théâtre du chien qui fume, qui est abordable et qui, quand il augmente, c'est très peu et qui essaye toujours de rester raisonnable et surtout donner des conditions de travail remarquables puisqu'on a 45 minutes pour s'installer. Il n'y a que 6 créneaux, non pas 8. Voilà, c'est la course à l'échalote à Avignon. Donc voilà, peut-être que si j'avais un théâtre, je ferais la même chose. Je ne vais pas donner des leçons. Mais c'est sûr que aujourd'hui, à partir du moment où ils ont donné les lois du travail, c'est extrêmement hypocrite. Ils ont obligé à faire des relâches aux comédiens pour la santé des comédiens, syndicalement. Donc du coup, c'est 3 jours de moins. Mais pour les productions et les compagnies, c'est 3 recettes de moins. Et surtout, avant, les théâtres nous laissaient cette journée, on paye le même prix, on pouvait y répéter, faire des raccords, montrer une lecture. Mais les théâtres, ils ferment. Maintenant, ils ferment tous. Donc on ne peut même pas utiliser un créneau qui nous semble avoir été payé. Donc on paye pour le mois de travail une somme qui est plus chère qu'avant, en ayant 3 à 4 représentations de moins qu'avant, en profitant des lois du travail, je suis désolé de le dire, d'autant plus qu'en plus, sur les 1500 spectacles, je pense qu'il y en a 300 qui payent correctement, la plupart ne payent pas leurs acteurs. Donc ces lois de repos, s'ils veulent faire des lois sur les règlements, autant pas être hypocrite. Ou on fait un théâtre amateur que j'adore, parce que moi je viens du théâtre amateur, et moi le premier, sur mes premières pièces, on ne pouvait pas se payer, on ne se payait pas. Mais moi c'était clair, on fait un théâtre amateur. Mais il faut donner des règles possibles ou pas possibles. Mais quand on oblige les professionnels à faire des relâches, et qu'on n'oblige pas tous les professionnels à payer syndicalement les acteurs, du coup on se retrouve complètement le dindon de la farce. Alors moi j'ai la chance jusque-là de m'en sortir tout le temps parce qu'on fait le plein, mais même en étant complet, on repart très endetté. Pour ça, il faut que je fasse des détournées. Donc c'est vraiment ça devient un marché. Alors qu'avant, c'était un festival, quoi. Moi, avant, je ne me réfléchissais pas si j'en vendais 3 ou 4. Je remplissais ma salle. On en avait pour notre argent. Et je ne faisais pas un festival pour vendre des dates. Je faisais un festival pour que des spectateurs viennent le voir. Tous les passionnés du France, d'Europe qui viennent à Avignon. Et ça, c'est ça qui est bouleversant. C'est la passion des spectateurs. Ils sont exceptionnels. Donc ça, c'est génial. Et eux, ils ont économisé, parce que pour eux, c'est plus cher aussi. Tout est plus cher. Ils sont là, donc on a envie de leur en donner pour leur argent. Libérer Avignon. Ouais, non, mais je pense que c'est impossible. C'est de la nature humaine de trouver toujours. Et puis comme tout, il y aura toujours des excuses, tout augmente. Mais oui, tu comprends. Et pour les compagnies, voilà, il faut savoir que je sais qu'il y a des productions actuellement qui font des très bonnes qualités, qui vont arrêter d'aller à Avignon. Alors, ils s'en foutent, il y aura toujours 1500 spectacles, ou 1600, ou 700. Mais inconsciemment, la qualité, au fur et à mesure, il y a des gens qui vont dire j'ai plus besoin d'y aller, je joue à Paris, ou je vais jouer dans un autre endroit, je réunis des programmateurs là. Et puis, mais il y a un moment où, je ne souhaite pas que ça arrive, hein, mais je pense qu'il faut être très vigilant, on ne peut pas abuser autant. Et notamment, je dis ça même pas aux directeurs de théâtre, parce qu'un théâtre, ça coûte une fortune, qu'on le veuille ou non. Parce que mine de rien, il y a plein de règles dedans à respecter. Je dis plus à ceux qui louent leur maison, qui n'ont pas conscience, et se dire, il faut qu'il y ait un peu d'éthique. L'éthique, ça existe, peut très bien avoir un peu d'éthique. C'est pas parce que le voisin loue à 6 000 sa maison qu'il faut la louer à 6 000. Et se dire, mais moi, je pense que ça existe. Moi, le premier, quand j'avais acheté un studio, je le louais à des gens pour beaucoup moins que le marché parce que ça me remboursait mon crédit, que j'étais face à quelqu'un, je me dis je le connais ou pas, mais je me dis pourquoi aller chercher tout le temps le profit. Je dis on est tous guidés par le matériel, on est obligé on a des ambitions par rapport à ça et de vivre, mais il n'en demeure pas moins qu'à un moment arrêtons de nous plumer, parce qu'à force de plumer les gens, ça va devenir un peu nauséabond, beaucoup plus tendu, et les gens viendront moins, les spectateurs, parce qu'ils sentiront plus cette ambiance extraordinaire. Si on a trop de gens frustrés, dégoûtés de déposer le bilan, parce qu'il y a beaucoup de gens qui déposent le bilan après Avignon, les compagnies sont ruinées, faut quand même le savoir, le Festival Avignon, ça fait rêver comme ça, mais tout le monde n'a pas la chance, entre guillemets, de remplir, d'avoir des tournées, etc. Donc à Avignon, je dis attention. De toute façon, c'est un phénomène mondial, tant qu'il n'y a pas d'éthique, sans éthique, les choses, elles sont décevantes. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de politique dans les spectacles que vous écrivez, et ça me permet de faire le lien avec cette pièce, la dernière que vous ayez écrite et mise en scène, Du charbon dans les veines, en 2024, je pense que c'est là où vous l'avez écrite, en tout cas, 2023, un peu, en tout cas, dans les années 2022.
une pièce qui va parler de 1958. Comment ça naît déjà et comment vous vous dites, tiens, ça ressemble un peu à notre époque? Moi, j'essaye de suivre les signes. J'essaie d'être assez ouvert au monde qui m'entoure, dans son quotidien, dans plein de choses, de m'intéresser à ce qui se passe. Et tout d'un coup, il y a des sujets, donc j'en sélectionne quelques-uns, mais je me dis, tiens, on sent, c'est comme quand on lit une pièce en mise en scène, on lit une première page, on a tout de suite plein d'idées qui viennent en lisant la première page, une première scène d'une pièce, ou pas. Et moi, j'ai vu un reportage de 20 minutes de Lina, j'étais sur Facebook, comme je suis abonné, je suis Lina. De temps en temps, il y a un nouveau truc qu'ils mettent et tout d'un coup, je tombe dessus. Et là, je suis tombé sur une famille en 58 de mineurs de fond dans le Nord-Pas-de-Calais, qu'on suit la vie d'un mineur de 18 ans qui en paraît 35 et qui creuse 6 jours sur 7 et dont la passion, c'est d'élever des pigeons voyageurs. Et du coup, je trouvais ça hyper beau. Une poésie, incroyable. Incroyable, un mec qui creuse 6 jours sur 7 dans le noir, sous terre, et qui élève un animal qui va dans les airs. Je dis, putain, c'est magnifique, on dirait une tragédie grecque, quoi. Il y a quelque chose de magnifique. Je dis, ça, c'est très théâtral. Et donc, du coup, je me suis dit, j'ai suivi le signe. Je dis, putain, c'est beau, il y a un truc à faire. Puis 58, je dis, la date, c'est 58. 58, c'est la Coupe du Monde de foot 58. Ben, j'adore le sport, moi, en plus. Coupe du Monde de foot 58, c'est la première fois que la France, elle est qualifiée et qu'en plus, elle termine 3e. Et 58, c'est Raymond Kopa, Ballon d'Or, qui est le plus grand joueur de foot du monde à ce moment-là, et qui est d'origine polonaise, et en plus, dont je me souvenais, dans mon lointain souvenir, qu'il avait été mineur de fond. Donc je me suis dit, on est en 58, Coupe du Monde, Kopa, tu tapes sur Internet Raymond Kopa, tu regardes Wikipédia, et tu regardes qu'est-ce que c'est. Et tu vois, Raymond Kopa, à Neu-les-Mines, était mineur de fond à l'âge de 16 ans. Il a subi un accident, amputé d'un doigt, paralysé. Suite à ça, il a arrêté d'être mineur, il est rentré dans un centre de formation, le SCO d'Angers, patati, patata. Mais d'abord, il a joué à Neu-les-Mines, au FC Neu, là-bas. Et après, il est devenu un grand joueur. Et donc, je me suis dit, waouh, ça m'ouvre une piste. Il y a le foot, 58, Kopa, Kopaszewski, la Pologne, immigration, les gueules noires, cette espèce de truc. Et après, tu vois encore un peu plus. Tu dis, le gars, il va acheter une télé pour aller voir le petit Raymond qui fait partie de la mine, qui est grand champion. On va regarder le petit Raymond Kopa à la télé. Donc, il achète une télé. Comment il achète une télé? Avec la pension de sa silicose, parce que je lis que la silicose est la maladie des mineurs, dont on mourait très jeune parce qu'on avait absorbé énormément de poussière. Donc, je me dis, lui, ça va raconter la mort, la difficulté, mais avec ça, on achète quand même une télé pour voir le petit Raymond, qui est la vie, qui est l'avenir, qui est la réussite aussi. Donc après, tu jongles sur des rebonds, et ces rebonds vont avoir des idées un peu ailleurs. Les gueules noires, l'immigration, la première immigration, c'est marocain. Presque propre, cette immigration-là, parce que intégré. Comme c'est intégré, et puis c'est ce que disent les personnages de votre pièce, ils nous ressemblent, quoi. Oui, et puis on est en plein on est au cœur de l'histoire de l'immigration et des migrants actuellement. Donc ce problème identitaire, il est très fort. Et aussi, on est au cœur d'un vrai problème qu'il y a eu après le Covid. C'est quand même l'espèce de fossé qu'il y a entre Paris et la province, exprimé à travers les votes, à travers les gilets jaunes, à travers les gilets jaunes bien avant, mais aussi avec les votes qui sont très sur les extrêmes, notamment extrême droite, avec une peur de l'autre, etc. Et c'est vrai que, en plus, je lisais beaucoup de commentaires haineux, souvent racistes sur la toile. Et j'essayais de comprendre comment ces gens pouvaient en arriver là. Et beaucoup de gens avaient des noms d'origine étrangère, italienne, portugaise, espagnole. Et je me dis, c'est incroyable comment ces gens oublient quand même l'histoire de leur propre histoire, comment leurs ancêtres ont subi le racisme. Et je me dis, repartons un peu dans l'histoire. Au début, c'est parce que les Polonais, les Italiens, ils ont été traités, mais l'Italien, c'était horrible comment ils ont été traités en arrivant. Et je vois énormément de cette montée du racisme. Et comme moi, je fais partie des gens qui déplorent le racisme, parce que je sais très bien qu'il est naturel et qu'il faut comprendre d'où il vient. Et j'ai même dans ma famille des gens qui votent Front National. Mais j'essaie de comprendre pourquoi, parce qu'en plus, ce sont des gens bien. Donc je ne suis pas là pour savoir ceux à qui j'en veux au Front National, ce n'est pas ceux qui votent au Front National, c'est ceux qui profitent du chaos et des doutes qu'on peut avoir sur nos tutelles, nos savants, nos politiques, etc., pour insinuer quelque chose dans la tête de gens qui sont fragilisés parce qu'on manque d'estime pour eux. Donc je voulais aller dans un milieu très pauvre. Les mineurs, c'est pas un milieu pauvre, mais c'est un milieu humble. Un milieu extrêmement dur, parce que le métier le plus dur du monde, il n'y a pas un métier plus dur que mineur de fond. Des gens on peut sacrifier comme ça, mais qui arrivent à trouver dans cette société de gueules noires, de souffrir ensemble, italiens, arabes, polonais, et bien là tout d'un coup on souffre ensemble, on vit ensemble, et on arrive à vivre ensemble avec beaucoup plus de joie qu'on ne croit. Et moi ce qui m'a
impressionné parce que je suis allé enquêter auprès d'amis à moi, fils de mineurs, filles de mineurs. Raphaël Cambrai qui joue le rôle de Simone, elle est fille de mineur et sa mère et ta grand-mère tenait le bar de la mine. Quoi, et du coup, elle joue vraiment quasiment le rôle de sa grand-mère dans la pièce. Pareil, elle m'a dit, mais nous on était heureux, on était joyeux. On ne se disait pas si on était pauvres, si nos parents étaient durs. C'était notre vie. Il y avait énormément d'amitié. Et je me dis, on peut quand même montrer un exemple. Et aujourd'hui, c'est important, je pense, d'aller dans le passé, chercher comme des exemples dans une vie extrêmement dure où on peut se rassembler à travers un labeur. Et tout d'un coup, aller à des questions plus simples, assez essentielles sur la loyauté, le vivre ensemble, souffrir ensemble. Et que finalement, c'est pas dû à la religion, à la nationalité. Les gens, il y a des gros connards dans toutes les religions, dans toutes les races, dans tous les pays, partout. Il y en a aussi chez les mineurs de fond aussi. Mais il y avait quelque chose dans la dureté imposée par cette vie qui ramenait à une humilité et à une nécessité de faire attention à être respectueux des autres. Et je trouve qu'on y trouve des leçons de vie. En fait, moi, je me suis senti accueilli quand je me suis mis à travers ces personnages. Je me suis accueilli pour essayer de donner des idées que j'ai moi, que j'ai, sans donner des leçons. Hein. Mais d'ailleurs, mes personnages ont beaucoup d'a priori, et ces a priori que je leur fais exprimer, je les ai aussi. Mais je trouvais intéressant d'inventer cette histoire de cette petite Marocaine qui, pour s'intégrer, joue de l'accordéon pour pouvoir intégrer le groupe local. Alors que c'est la première fille arabe qui va jouer de l'accordéon dans un groupe de ch'tis, quoi. On parlait d'universalité des sentiments. Est-ce que justement, là, c'est également la question du désir ? C'est-à-dire que qu'on soit la personne la plus raciste au monde, qu'on soit la personne la plus ouverte au monde, qu'on soit de n'importe quelle religion, de n'importe où, ce qui nous rassemble également, c'est le désir possible de quelqu'un d'autre. Ça traite de ça beaucoup, cette pièce. Oui, ça parle de ça, de désir qui peut d'un coup, on peut avoir quelqu'un de très différent, qu'on appréhende avec tout ça. Et comment ça fait mal, le désir ? Oui, aussi, parce que d'un coup, ça va au-delà de nos idées. C'est aussi ça qui permet de changer le monde. C'est faire confiance à au désir, parce que c'est le désir qui fait que d'un coup, on est quand même construit avec des idées, une éducation, des idées reçues qu'on transporte et qu'on change aussi, parce qu'on rencontre des gens, quand on est ouvert, on change. Moi, je ne pense pas la même chose du monde à 57 ans que quand j'en avais 20, parce que je pense que j'ai resté connecté à ne pas rester dans les dogmes ou dans des idées arrêtées. Enfin, voilà. Après, parfois, j'ai aussi mon caractère, il y a des trucs que j'ai du mal à avaler, comme tout le monde, hein, je ne suis pas parfait. Je dirais même que j'ai tellement conscience de mes défauts que je ne me prends pas pour plus que je ne suis. Hein. Comme je passe mon temps à douter, au moins le doute m'inspire. Donc, j'essaie à travers mes personnages qui me racontent des... En fait, mes personnages m'aident à mieux vivre mes doutes, puisque je les exprime à travers mes pièces. Donc, ces doutes, ils me ressemblent un peu, tous les personnages, même quand ils ont des défauts, même quand c'est les pires. Je mets toujours un peu de moi dans tous les personnages, dans les meilleurs comme dans les pires. Donc, je me sens assez honnête par rapport à ça. C'est que j'exprime toujours, même dans celui qui est peut-être pas sur le charbon, parce que on va dire que pour une fois, j'ai pris... en tout cas des personnages qui sont à part qu'ils sont racistes pour une partie d'entre eux qui sont leurs défauts, quand même pas le moindre, il n'y en a pas moins qu'il y a quelque chose qui sont pardonnés rapidement, on va dire. J'ai pas fait un truc j'ai pas fait une pièce pour dénoncer les gentils, les méchants ou pas que ça. Sur Hoffman, il y avait quand même un nazi qui est dedans, que j'ai même joué en tant que comédien, Otto Abetz. Même chez cet homme-là, j'ai essayé de me mettre à sa place. Un mec qui n'était pas fait pour ça, qui adorait la France, qui était un mec très cultivé, pas du tout parti pour être un nazi, mais qui est devenu, quoi. Donc c'est toujours intéressant de savoir où est le parcours, à quel moment un brave type devient un nazi, un mec qui se met à haïr quelqu'un, à être amené à participer à envoyer des juifs dans des camps, à les spolier et tout ça. C'est intéressant à analyser, parce que je pense qu'à partir du moment où un mec qui est un brave type finit par le faire, parce que tu es vraiment un brave type au départ et tout le monde en a témoigné, ça veut dire que personne d'entre nous n'est à l'abri de ça. Donc c'est ça, on doit alerter. Le théâtre, il sert aussi et la littérature, il sert à alerter ça. On est des gens bien, mais attention, il y a une part en nous qui est toujours la même, celle de l'animal, celle de celui qui veut la convoitise. Et il y a toujours un truc dans l'ombre qui est là. Quel que soit l'incident qui va nous arriver dans la vie, le destin, il y a une réaction à avoir, et après on peut être très vite basculé dans un autre terrain en faisant comme si on pense que Hitler est un humaniste. Parce que je pense que plein ont cru qu'il faisait ça pour le bien de l'humanité. Hein. Ils n'ont pas pensé parce qu'il allait tuer des juifs. Hein. Il y en a plein qui ne savaient même pas qu'il le faisait. Donc c'est vraiment... il arrive un moment, elle est terrible. Il faut être très vigilant. Hein. Comme ça a été le cas avec Staline, qui avait des trucs horribles. Donc c'est pour ça que c'est pas une histoire de droite, de gauche, extrême droite, extrême gauche. Voilà, c'est qu'il y a quand même des courants, des gourous, des trucs au moment où on dépasse. Et on se met à ne plus voir la réalité comme elle est. Et l'admiration qu'on peut avoir pour certaines personnes nous rend aveugles.
Donc je pense que les auteurs de théâtre doivent alerter, s'ils ont un peu de lucidité, parce qu'ils sont encore un peu connectés au monde, ils pensent qu'ils le sont, puisqu'ils écrivent des pièces, ils doivent alerter pour ne pas devenir aveugles. Est-ce que c'est plus simple dans ce cas-là d'alerter quand on fait du théâtre que quand on fait du cinéma, quand on est moins contraint par des sociétés de production qui appartiennent à des grands groupes, qui appartiennent à des milliardaires? Oui, sans doute, mais c'est la même chose, parce que sur le théâtre privé et le théâtre public, c'est très différent. Dans le théâtre privé, on a les mêmes problématiques il y a un calcul de savoir qu'est-ce qui va plaire ou pas plaire, et c'est vrai que le producteur, il peut trouver magnifique votre pièce, mais il la produira que s'il pense que c'est des gens qui vont venir la voir. Donc il y a quand même des contraintes dans le théâtre privé qui existent tout le temps. Dans le théâtre public, on peut parler de tout et de n'importe quoi. Si l'artiste, on a confiance en lui, il peut aborder tous les sujets. Je pense qu'on a beaucoup plus de liberté d'expression dans le théâtre public. Mais avec d'autres défauts, c'est que pour l'instant, le théâtre public, il reste un peu comme une petite secte interne où on est un peu politique. Alors voilà, en même temps, j'ai vu d'excellents spectacles, il y a des gens formidables. Moi, j'ai vraiment aimé le théâtre grâce au théâtre public au départ, en tant que comédien et spectateur. Mais parfois, il y a des endroits où on sent qu'on est quand même dans des baronnies politiques avec très peu de curiosité sur ce qui se fait ailleurs. Je pense qu'il n'y a pas un seul directeur de centre national qui est venu voir une de mes pièces. Parce que je ne fais pas partie de leur monde, alors que moi, je vais voir leurs pièces. Parce que le théâtre, pour moi, ça se joue partout. Ça se joue dans les centres nationaux, dans les municipaux, dans les crèches, dans les maternelles, dans les EHPAD. C'est du théâtre, quoi. On raconte une histoire à des gens, on leur donne du plaisir. Et je pense qu'on devrait être un petit peu plus solidaire face à un monde difficile. Et je trouve que plus ça va, plus tout le monde se resserre sur ces bastions, sur ces églises. Moi, j'essaye de rester... de ne pas encourager ça, en tout cas. J'aurais une dernière question sur la pièce. C'est une pièce rapide, assez courte, on ne voit pas le temps passer, il y a un sens vraiment du rythme. Est-ce que c'est tenu également pour aller avec le spectateur d'aujourd'hui qui a l'habitude de zapper, de swiper, de passer d'un truc à l'autre, presque comme si aujourd'hui on avait un peu une difficulté à rester concentré sur un sujet? Là, c'est pas mal de petites scènes, les unes après les autres, avec du lien, mais est-ce qu'on pense à ça pendant l'écriture? Moi, j'y pense pas parce que ça fait bientôt 30 ans que je mets en scène et j'ai toujours mis en scène de façon extrêmement rapide. C'est influencé par Jean-Marie Beaucarré, avec qui j'avais travaillé à Biarritz, qui employait le mot picado, c'est-à-dire ne pas laisser de temps derrière entre les répliques. Les temps de la vie ne sont pas les temps du théâtre. Donc cette école-là, depuis que je fais la mise en scène, j'en prends compte. Donc c'est vrai que c'est devenu très à la mode, mais moi, le papa, je le fais depuis longtemps et j'aurais tendance à ralentir en ce moment parce que, en vieillissant, j'ai envie de me poser un peu plus. Je mets plus de silence qu'avant. Mais j'ai toujours fait un théâtre extrêmement rythmé, rapide, parce que je trouve qu'il oblige le comédien à sortir de ses gonds, de ne pas être naturel, d'être surnaturel, de faire un effort ensemble rythmique qui fait que ce don-là de transpiration, de puissance, de jeu, je trouve qu'il est assez spontané et il me touche. En fait, je fais le théâtre qui me plaît. Moi, j'aime le théâtre investi physiquement. Et la contrainte rythmique amène cet investissement. Si on pose trop, qu'on se met à parler comme dans la vie, on se fait du théâtre de conversation. Ce théâtre de conversation, je l'ai toujours détesté. Certains continuent à en faire, mais moi, je n'aime pas. Ça ne m'intéresse pas de voir un mec confortable, en train de discuter, ayant plein d'idées, et patati, on respire, et on parle, on dit de la réplique, et j'ai entendu ce que tu m'as dit, je vais te répondre. Non, moi, je n'ai pas entendu, on répond, point. Et on avance ensemble dans l'histoire. Avec choralité, avec écoute sur le partenaire, en ayant la connaissance parfaite non seulement de sa propre partition et celle du partenaire, en ayant oublié tout pour réussir à recréer tout physiquement, énergétiquement, généreusement, transmettre. Donc ça, ce tempo, cet investissement-là, je pense que ça fait 29 ans que je mets en scène. Ma première mise en scène, c'était déjà comme ça. Et après, voilà, moi j'aurais tendance à... Là où j'ai changé, c'est que je mettais beaucoup d'idées dans mes mises en scène, comme un jeune qui a montré qu'il est intelligent, qui pense qu'il l'est. Et... au fur et à mesure de l'expérience, je suis moins concentré sur les idées et plus sur le point de vue, notamment dans la mise en scène, pas tout le temps montrer que j'ai plein d'idées, plein de machins. J'essaie d'aller dans l'essentiel, c'est-à-dire de chouchouter le comédien, dans le plaisir de raconter l'histoire en réunissant les éléments autour de lui qui fait que tout d'un coup, il se sente bien sur scène. Donc moi, je réfléchis plus à ça qu'à me montrer que j'ai plein d'idées, qu'il faut les suivre. J'essaie de vraiment de rendre les comédiens heureux. À l'os. Oui, et en plus, j'écris beaucoup pour des gens à l'avance auxquels j'ai pensé. Mais c'est vrai que, après, le style de mise en scène, moi, je peux aimer un théâtre extrêmement lent si je sens qu'il est travaillé dans la lenteur. Un point de vue. Moi, j'ai besoin d'un point de vue.
Quand je vais au restaurant, je me mange dans un truc ultra contemporain, j'aime me régaler, ou un truc ultra classique. Il faut que ça ressemble à celui qui fait la cuisine. Celui qui fait la cuisine, qui fait son bœuf bourguignon, j'ai vu là, tout ce qu'il y a mis dedans, etc. Je me régale. Et le type qui fait des expériences avec des fleurs, des essences de ceci, cela, et que je sens tout ce qu'il a mis, on le sent dans la façon dont c'est fait, la sincérité du propos. Moi, ça me bouleverse. Nous sommes dans un café au comptoir et nous arrivons à la fin de cette émission. J'ai 3 questions dans le domaine du café. C'est un peu la tradition dans un café au comptoir. Petit quiz, donc. Dans quelle œuvre comique du 18e écrite par un grand compositeur, le café devient un enjeu central entre une fille et son père? Petit A, l'école des fans de Molière, de la Serva Padrona de Pergolèse. C, la cantate du café de Bach. D, le barbier de Séville de Beaumarchais. C'est facile, une œuvre comique par un grand compositeur, le café devient un enjeu central. Je dirais ou le B ou le C. La cantate du café de Bach, Jean-Sébastien Bach, donc a fait une œuvre théâtrale où il met une... J'ai éliminé, j'ai fait par élimination sur le 2, donc je suis sûr que non, mais... C'est une jeune femme qui est accro au café, au désespoir de son père. Ça donne envie de découvrir. Ça donne envie de découvrir. Ça sert à ça aussi, Exactement. Les rencontres. Dans quelle pièce de Beaumarchais un personnage évoque-t-il le café comme lieu où on discute politique, littérature et idées nouvelles, qui est un symbole de l'émancipation intellectuelle? Je monte le barbier de Séville, là, en plus. À Grignan, là, bientôt. Et on a le barbier de Séville, c'est dans le... Non, c'est le mariage, je pense que c'est le mariage de Figaro. Bien, et oui, le mariage de Figaro. Parce que le mélange avec le 3e aussi, donc comme je suis dyslexique, je suis le roi j'inverse tout en soi. J'ai eu un quiz la dernière fois dans une émission, je voulais dire le prénom, et j'ai dit le dîner de con. Au lieu de dire le prénom. Ah oui, d'accord. Je pensais le prénom, j'ai dit le dîner de con. Et voilà, j'ai perdu. Raté. C'était face à Alexis Michalik en plus, dans une émission, on était en concours de quiz comme ça. Et moi je dis ça, et puis en fait, c'était face à Alexis Michalik en plus, dans une émission, on était en concours de quiz comme ça. Et moi je dis ça, et puis en fait, c'était pas la bonne réponse. Bah oui, dans le mariage de Figaro, Figaro critique la censure et vante les cafés comme lieu de libre pensée. Et dans quelle pièce de Molière un personnage clame, il dit on boit pour la soif à venir? Je l'ai monté celui-ci en plus. J'en ai monté 9 pièces de Molière. C'est Sganarelle. Ouais, c'est Sganarelle dans Le médecin malgré lui. Exactement, 766. Comme on boit pour le... C'est une partie de la phrase. La phrase elle est plus longue. Comme on boit pour machin, on boit pour l'avenir. C'est une phrase... On boit pour la soif à venir. Oui. Exactement, ne gardez que ça. Merci beaucoup Jean-Philippe Daguerre d'avoir pris du temps entre un atelier et un risotto pour participer à un café au comptoir. Alexis, ravi. Et bonne chance pour la suite de cette pièce qu'on rappelle qui se joue en ce moment au Théâtre Saint-Georges. Oui, mais c'est bientôt fini. Mais c'est bientôt fini. On part à Avignon, tournée. On fait une captation pour France Télé, une grosse tournée. Et on reviendra à Paris en septembre 26. Et ce sera... On verra. Du charbon dans les veines. Jean-Philippe Daguerre, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Vous avez écouté Un café au comptoir. Petit mot habituel de chaque fin de podcast, eh bien, allez sur Apple Podcast, mettez 5 étoiles, c'est encore mieux. Et puis surtout, laissez-nous un petit mot pour expliquer comment c'était bien ce podcast, comment vous l'avez aimé. Vous mettez n'importe quel pseudo, on s'en fout. En tout cas, nous, ça nous offre de la visibilité. Allez partager ce podcast avec vos amis, vos collègues, votre famille, allez, qui vous voulez. En tout cas, merci d'être ici et à très bientôt pour un nouveau café au comptoir.